Aujourd'hui dans ce Finaré Talk, et pour la première fois, je reçois un duo, 2 avocats experts en droit immobilier. La rentabilité, elle est exceptionnelle. Un appartement de 30 mètres carrés, c'est 30 000 par an. J'ai vu des cas au tribunal avec des gens qui avaient des tout petits revenus et qui ont réussi à posséder un immeuble au bout de 3 ans dans Paris, près de la Tour Eiffel, parce qu'ils avaient une rentabilité telle dans leur studio que les banques leur déroulaient le tapis rouge. D'un côté, maître Xavier Demezois, l'un des plus grands experts français en location courte durée. Il détient le plus grand nombre de victoires judiciaires contre les villes de Paris, Lyon et Lille. Sa spécialité, les locations Airbnb, les litiges avec les copropriétaires, les locataires et les municipalités. C'est quoi la plus grosse amende que t'as fait sauter ? Moi, je suis passé de 50 000 à 0 dans une centaine de dossiers. Et de l'autre, maître Sultan. Avec 16 ans d'expérience en tant qu'avocate fiscaliste patrimoniale, dans différents cabinets d'avocats prestigieux à Paris, elle est experte des sujets de structuration, de fiscalité de l'immobilier et de la transmission du patrimoine. Vous pouvez faire une donation en démembré, donc donner que la nue propriété du bien. Et là, plus vous êtes jeune, plus la base imposable sera faible. Dans cet épisode un peu spécial, on va alterner entre les 2 experts afin que vous ayez une vision complète de tout ce qu'il faut savoir pour investir en immobilier. Donc il y a une population aujourd'hui qui est mise au banc de trouver un appartement et qui a trouvé une technique qui est un petit peu malheureuse, c'est qu'en fait ils vont sur Airbnb, ils candidatent comme un touriste pour prendre un appartement, ils le prennent 1 semaine, 2 semaines. Souvent ils gagnent la confiance du propriétaire, ils disent j'aime tellement votre appartement, je le rajoute 2 semaines de plus sur Airbnb. Donc ils payent, tout se passe bien, sauf qu'un jour ça change. Ils font la démarche de dire en fait je suis très bien chez moi, sauf que je vais arrêter de payer. Donc vous vous retrouvez tout seul avec un locataire dont vous n'avez pas signé de bail réellement. Il n'y a pas de bail juridique, il n'y a pas de contrat. Écoute, Airbnb, ça a été l'Eldorado. Depuis 2010, il y a quand même des investisseurs qui se font des rendements de dingue. La situation a pas mal changé. Beaucoup de villes ont serré la vis. Toi qui es en première ligne, c'est quoi ton analyse de la situation actuelle ? Est-ce que ça vaut encore le coup ? Oui, ça vaut toujours le coup. C'est vrai qu'aujourd'hui, la ville de Paris, si on parle de Paris, c'est la ville clé. Elle a poursuivi énormément de propriétaires. On parle de 800 dossiers au tribunal. Donc effectivement, elle a mis un coup de bâton, un coup d'arrêt à cette activité florissante. Mais oui, ça reste toujours une activité qui explose, qui marche, parce qu'elle est facile à faire, elle est extrêmement rentable. Et au-delà du rendement financier, elle apporte des choses qui sont très intéressantes pour les propriétaires, c'est la flexibilité. Aujourd'hui, moi, j'ai de plus en plus de clients qui sont expatriés, qui vont travailler à Marseille, qui sont en télétravail, etc. Et leur appartement, qui est leur résidence principale, ils peuvent pas la louer à un étudiant à l'année. Donc, il y a un vide quand ils sont pas là. Ce vide-là peut être comblé et leur permettre de gagner de l'argent très facilement. Et donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire aujourd'hui, à Paris, typiquement ? Si on part sur Paris, c'est très simple comme réglementation. Si c'est votre résidence principale, vous avez le droit à 120 jours par an. Okay. 120 jours de courte durée. Il faut juste s'enregistrer sur le portail de la ville, c'est très simple. Vous mettez une annonce Airbnb, vous avez le droit à 120 jours. Si vous dépassez les 120 jours, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des motifs pour dépasser, vous risquez une amende. Et s'il s'agit de votre résidence secondaire, là c'est beaucoup plus dangereux, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de louer votre appartement résidence secondaire à Paris. Okay. Sauf si, en gros, c'est un local commercial, pour faire très court. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a des centaines de propriétaires qui ont été poursuivis en justice. Et il y en a tous les jours à mon cabinet qui arrivent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on ne loue pas une résidence secondaire sur Paris. Voilà. Bon, du coup, on voit quand même que résidence secondaire interdit, résidence principale très encadrée. Ça commence à se durcir. C'est quoi les prochaines étapes ou qu'est-ce qu'on risque de voir arriver dans les mois et années à venir ? Alors déjà, il y a deux problèmes qu'il faut isoler quand on fait de la courte durée. Je dis souvent à mes clients, c'est les problèmes qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. L'extérieur, c'est les communes. Les communes qui viennent vous embêter avec la réglementation qui évolue, etc., qui se durcit. J'en reparlerai. Et les problèmes de l'intérieur, c'est votre immeuble. C'est votre règlement de copropriété, c'est votre syndic, c'est vos voisins. Donc c'est 2 problèmes distincts qu'un avocat doit traiter en amont. Si quelqu'un veut faire du Airbnb, c'est toujours mieux de border la question avant de s'y mettre. Voilà. Donc ça c'est la réglementation. Et effectivement aujourd'hui on voit aujourd'hui un essor très important des villes qui s'équipent de nombreux agents assermentés. À Paris, ils sont 35, 4 cabinets d'avocats, quasiment un budget illimité en poursuite. Donc si vous voulez, c'est quoi un agent assermenté ? Un agent assermenté, c'est une personne qui va faire une opération de contrôle et qui va vous attraper si vous louez mal votre résidence. C'est un petit peu comme un radar. Ouais, c'est comme un contrôleur du fisc qui va monter un dossier et après vous allez être poursuivi au tribunal. Moi, ce que je dis souvent sur Airbnb, c'est que si vous voulez faire du Airbnb à Paris, c'est un petit peu comme si vous voulez rouler en Porsche dans Paris. Donc, vous n'allez pas vous amuser beaucoup. Vous aurez un radar tous les 30 mètres, vous aurez des ralentisseurs partout, vous ne prendrez plus de plaisir. Airbnb, c'est le même principe à Paris. Aujourd'hui, Airbnb est très rentable à Paris, mais on ne peut plus en faire. C'est très difficile d'en faire. Ce que je recommande à mes clients, c'est de quitter Paris.
tout simplement. Et du coup, ceux qui veulent quand même rester à Paris, est-ce qu'il y a des moyens légaux d'aller au-delà des 120 jours ? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a énormément d'investisseurs qui font du Airbnb légal à l'année, qui ont des locaux commerciaux, où ils ont obtenu l'autorisation de la ville de le faire. Eux, ils peuvent le faire 365 jours par an. Le problème, c'est que la ville de Paris a durci le ton et n'accorde quasiment plus les autorisations de faire du meublé touristique. Ça, c'est un premier barrage. Après, vous avez d'autres facultés pour faire du Airbnb à l'année. C'est si c'est votre résidence principale, par exemple, et que vous avez un grand appartement, vous pouvez faire de la chambre chez l'habitant. Il faut aimer dormir avec des touristes dans le même appartement, mais l'avantage, c'est que vous pouvez louer vos chambres toute l'année. Donc, c'est extrêmement rentable. Peu de gens le font, c'est pas très connu, mais c'est très rentable. Et donc moi, si par exemple demain j'achète un appartement, comment je vais faire pour le transformer en local commercial ? Quelles sont les démarches à suivre ? C'est extrêmement complexe. En fait, c'est devenu tellement complexe que c'est quasiment un barrage pour vous encourager à le faire. Je vais vous expliquer très rapidement. Demain, vous achetez un appartement en résidence secondaire. Première étape, vous devez transformer votre appartement. Vous devez faire un changement d'usage. Vous devez aller voir l'urbanisme à la ville de Paris pour dire, voilà, moi j'ai un appartement, je veux le transformer grosso modo en local commercial. Donc, vous allez devoir acheter de la compensation financière ou échanger un local commercial que vous avez dans le quartier pour vider votre commercialité pour votre appartement. C'est extrêmement technique, c'est extrêmement long. Ça coûte combien à peu près C'est au mètre carré, donc c'est, 2 ou 3 000 euros du mètre, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que même si l'urbanisme vous accorde le changement d'usage, vous êtes très content, le problème, c'est qu'après, il faut que vous obteniez le meublé touristique, que la ville n'accorde plus. Alors que même si vous arrivez à franchir cette deuxième étape, qui est très compliquée, vous en avez une troisième, qui est encore plus compliqué, c'est qu'après, il va falloir expliquer à votre copropriété que votre deuxième étage appartement bourgeois, il est devenu un commerce. Donc, vous allez devoir passer par la case Assemblée Générale. Anecdote, j'ai un client un jour qui achète un appartement magnifique à Montmartre. Il obtient sa commercialité à l'urbanisme, ça lui coûte une fortune, ça lui prend 2 ans. Il va à l'AG de copro en se disant « Oh c'est bon, ça va être une formalité, je vais leur expliquer que maintenant je vais faire du Airbnb. » Et il sort de l'AG en me disant « Maître, j'ai un problème, on m'a dit que j'ai pas le droit de le faire. L'AG m'a refusé le vote. » Je dis, monsieur, fallait commencer par là. Votre condition suspensive, elle devait commencer là. Vous êtes foutu. Vous pouvez plus le faire. Et finalement, il a pu... Il a dû céder ça, il a dû revendre sa commercialité. Il se retrouvait avec un appartement, il pouvait rien faire dedans. Donc ça, c'est quelque chose à savoir, par exemple, typiquement. D'où l'intérêt d'être conseillé en amont avant de faire ce genre d'opération. Et donc là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il aurait pu vérifier en amont ? Il aurait dû regarder les statuts Alors déjà, au niveau de la copropriété, c'est très complexe parce que c'est très mouvant. Est-ce qu'on peut faire ou pas du Airbnb en copropriété ? La jurisprudence considérait que c'était une activité commerciale il y a encore peu de temps. Donc, contraire à 95% des règlements de copro parisiens qui comportent des clauses bourgeoises d'habitation. Sauf que... C'est le vrai terme, clause bourgeoise ? Oui, on appelle ça une clause bourgeoise. Voilà. Par opposition à commercial. Le problème, c'est que la Cour de cassation, récemment, en 2024, a donné une bouffée d'air un petit peu aux loueurs Airbnb en considérant que l'activité serait civile et non commerciale. C'est notamment si on ne produit pas de petit déjeuner le matin, etc. C'était un petit tremblement de terre dans le milieu de la copropriété. Moi, je mets en garde tous les gens qui regardent votre émission de faire très attention à la partie copropriété, parce qu'il y a aussi beaucoup de magistrats aujourd'hui qui ont leur propre idée de chaque immeuble. En fait, chaque immeuble est différent. Et vous pouvez tout à fait avoir un juge qui vous dit « Non, monsieur, votre activité, elle n'est pas compatible avec le règlement de copropriété. » Ça s'arrête là. Et vous avez une astreinte d'arrêter financièrement. Et moi, j'ai tous les jours des dossiers au cabinet avec des gens qui viennent. Ils me disent « Maître, je comprends pas, tout se passait bien, etc. » J'ai la copropriété qui me fait un procès. Il y a un risque, il y a un aléa, effectivement, qu'un juge dise « Non, on arrête là. » Donc, quand vous avez investi 500 000, 600 000 dans un appart et que ça se joue à un voisin qui vous dénonce à la copro, elle vous fait un procès. Alors, j'en gagne énormément des dossiers, mais il y a un aléa. Il faut toujours avoir cet aléa en tête. Toujours. Et comment vous gagnez un procès contre une copro qui ne veut pas ? Eh ben, justement, en faisant reconnaître le caractère civil de l'activité non commerciale. Ça, c'est déjà un premier point majeur. C'est comme ça qu'à Deauville, j'ai gagné quasiment la plus grosse copropriété de Deauville. J'ai fait reconnaître que c'était civil et pas commercial. Donc, c'est un procès qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il y avait toute la côte balnéaire qui était en jeu, de savoir si on pouvait faire de la courte durée dans la station balnéaire. Pour investir en immobilier, il vous faut un certain nombre d'outils, la possibilité de suivre votre patrimoine, évidemment, la possibilité de calculer votre rendement, notamment votre TRI, et enfin, facilement pouvoir générer une fiche qui résume votre patrimoine et vous permet d'aller chercher d'autres crédits. Ça tombe bien, c'est exactement ce que fait Finari. Dans un outil tout en un, vous pouvez suivre votre patrimoine, gérer votre budget, gérer aussi vos passifs, évidemment, voir la valeur actuelle de votre parc immobilier, générer un PDF que vous donnez à votre banquier pour qu'il vous donne plus de crédit. Donc, rendez-vous sur finari.com ou sur l'application mobile pour tester tout ça. On retourne au talk. Si je prends un peu de recul là, toujours en restant à Paris, j'ai envie d'acheter un appartement pour faire du Airbnb. Est-ce que fondamentalement ça vaut encore le coup ? Alors non, un appartement c'est sûr que non, puisque ça va être une résidence secondaire, donc ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui est certain, c'est que si un jour vous devez investir en Airbnb dans un appartement qui soit à Paris ou ailleurs d'ailleurs, peu importe, il faut toujours vous poser une question, toujours une seule, c'est de savoir si vous ne l'achetez que pour faire du Airbnb, c'est pas une bonne idée.
Si vous l'achetez, par contre, parce que financièrement, il est intéressant, il n'est pas trop cher, etc., et que Airbnb va être la cerise sur le gâteau, si ça fonctionne, faites-le. Pourquoi ? Parce que la législation peut changer. Dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an. Et quand moi, j'ai des clients qui m'appellent en me disant « Maître, j'ai payé 30% de plus cet appartement parce qu'il est éligible au Airbnb, il est très bien situé. » Je vous dis « Attention, c'est dangereux parce qu'il y a un aléa que votre commune vous poursuive dans 6 mois, dans 1 an, ou votre copropriété. Donc, vous avez une énorme épée de Damoclès. Donc, si vous avez surpayé l'appartement, c'est une catastrophe. Voilà, Cool. ça, c'est toujours ma vision un petit peu prudente, on va dire. En fait, on revient au principe de base de l'immobilier, faut bien acheter. Bon, là, on est à Paris, très parisien en fait, on parle que de nous. Quid des autres villes ? C'est quoi le cadre législatif ou légal ? Alors, en gros, pour faire très simple, le régime juridique que je vous ai parlé à Paris, résidence principale, résidence secondaire, vous retrouvez le même dans les grandes villes de France. Bordeaux, Marseille, Nice, Lille et Lyon. C'est d'ailleurs des dossiers où j'ai combattu ces villes-là. C'est le même modèle qu'à Paris. Il y a beaucoup moins d'agents assermentés, il y a beaucoup moins d'avocats, il y a beaucoup moins de monde. Mais la règle est la même. Elle se durcit. La question qu'il faut se poser, c'est les villes intermédiaires ou les petites villes. Dans ces petites villes ou ces villes intermédiaires, on assiste effectivement à une espèce de flou. Il y a des communes qui réglementent comme à Paris. Il y en a qui réglementent pas du tout. Absolument pas. Donc, il y a un vide, en fait, si vous préférez. C'est ce que précisément la loi Le Meur, qui a été abandonnée avec la dissolution de l'Assemblée nationale, elle est tombée à l'eau. Mais cette loi était un couteau suisse émanant de tous les partis politiques de France pour, en gros, pour caricaturer, mettre le modèle parisien dans toutes les villes de France, de la plus petite à la plus grande. Donc c'est c'était fini. à la discrétion des maires. Okay. Non, c'était aux maires d'activer le dispositif. Voilà. Et souvent, ce que je dis, il faut quand même faire attention, c'est bien beau de réglementer, mais si derrière, vous n'avez pas un agent assermenté ou des cabinets d'avocats pour poursuivre et des budgets pour les communes qui veulent poursuivre, c'est un petit peu quand vous limitez les nationales à 80 km/h, s'il n'y a pas de radar sur la route, tout le monde continue à rouler à 90, en gros. Donc, si vous voulez, moi, c'est là où je considère que cette loi, elle est pas très, très bonne. C'est que c'est bien de réglementer dans toute la France, mais après, il faut qu'il y ait les moyens humains derrière. Voilà. Donc, la question que doivent se poser les investisseurs, c'est est-ce que je vais investir dans une ville où, effectivement, ça va être contraignant ? Ça va être vraiment contraignant pour moi. J'ai un vrai risque d'être contrôlé et poursuivi. Là, j'ai vu à Manhattan, Ouais. tu n'as plus le droit de faire de la location de Ouais. moins d'1 mois. Et je regardais en parallèle les loyers pour les locations longue durée, ils ont explosé. Ouais. Et en plus, les prix des hôtels ont explosé aussi, parce que du coup, il y a un espèce de monopole. Bien sûr. Donc concrètement, ce que ça prouve, c'est que ça ne sert à rien d'interdire le Airbnb, du moins à Manhattan. Est-ce qu'à Paris, on observe, ou à Paris ou dans d'autres villes françaises, on observe le même phénomène ? Est-ce que l'interdiction d'Airbnb aide finalement tous les autres gens à se loger et à se loger à des prix décents ? Alors, effectivement, si on prend le modèle parisien, de façon indiscutable, le fait qu'il y ait eu toutes ces procédures, ça a clairement limité les choses. S'il n'y avait pas eu ces mesures de la ville de Paris et ces procès, aujourd'hui, Paris, ça serait Disneyland. D'ailleurs, l'île Saint-Louis, on l'appelait l'île Airbnb à une époque, parce qu'il n'y avait plus d'habitants, en fait. Donc, la ville de Paris, même si je défends les propriétaires, je dois reconnaître qu'elle a arrêté une hémorragie, qu'on le veuille ou non. Et si aujourd'hui, il n'y avait pas cette réglementation contraignante, je pense qu'il y a beaucoup de gens, même moi, j'aurais arrêté le métier d'avocat pour ne faire que du Airbnb. Il faut être transparent. La rentabilité, elle est exceptionnelle. Un appartement de 30 mètres carrés, c'est 30 000 par an. Donc, quand vous en avez 3 ou 4, ça marche bien quand même, quoi. Moi, je vous donne l'exemple. J'ai vu des cas au tribunal avec des gens qui avaient des tout petits revenus et qui ont réussi à posséder un immeuble au bout de 3 ans dans Paris, près de la Tour Eiffel, parce qu'ils avaient une rentabilité telle dans leur studio que les banques leur déroulaient le tapis rouge pour emprunter pour acheter les autres appartements de l'immeuble. Non seulement mon client y remboursait, mais en plus, il payait ses impôts, mais en plus, il dégageait un bénéfice. Si vous voulez, c'est le modèle idéal. Et malheureusement, c'est des gens qui ont été poursuivis au tribunal et un jour, on leur dit, vous arrêtez tout. Vous avez une astreinte financière, c'est fini, vous avez une amende. Ces gens-là, ils sont retrouvés dans une situation horrible parce qu'ils ont dû rembourser leurs appartements, ils ne pouvaient pas les rembourser, ils ont dû tout vendre en catastrophe. C'était compliqué quand même. Mais oui, Airbnb, il reste extrêmement rentable. Avec Xavier, on a vu que le cadre réglementaire était en train de beaucoup changer, mais le cadre fiscal est aussi assez mouvant. Est-ce que, avant de rentrer dans le détail, tu peux déjà nous rappeler dans quel régime on se situe lorsqu'on fait du Airbnb ? Donc jusqu'en 2023, voire 2024, on avait 2 régimes, donc le micro-BIC et le régime réel. Lorsqu'on était au micro-BIC, on avait des abattements qui étaient plutôt sympas, surtout quand on était en location meublée de tourisme classée, puisqu'on avait un abattement qui pouvait aller jusqu'à 71%. Donc on n'était imposé que sur 29%, ce qui était plutôt sympathique. On avait à côté de ça donc le régime réel, qui s'appliquait sur option, ou lorsque son chiffre d'affaires était inférieur à un certain montant, ce qui nous permettait donc sous réserve de faire une comptabilité, d'amortir le bien immobilier, et ce qui entraînait souvent un résultat net égal à 0, donc avec une fiscalité quasi nulle. Ces 2 régimes devraient certainement
être remis en cause, en tout cas c'est ce qui est pas mal, ce qui est en discussion aujourd'hui. On devrait remettre en cause l'abattement de 71% applicable aux logements meublés de tourisme classé. Il devrait baisser à 50%, voire 40%, on ne sait pas trop encore aujourd'hui. Et le régime réel, on devrait remettre en cause l'amortissement. Qui est le principal avantage. Le gros avantage du loueur en meublé non professionnel aujourd'hui. Donc, de quelle manière il va être remis en cause ? On attend de voir un petit peu les évolutions prochaines. Mais en tout cas, là, il y a un rapport qui est tombé en juillet dernier, le rapport Lemeur, qui prévoit ou de le supprimer ou éventuellement de l'accorder exclusivement aux locations longue durée, mais en tout cas de le supprimer pour les locations Airbnb, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un moyen de se prémunir contre ces changements ? Parce que là, même, on a l'impression que même les députés, même les experts sont confus, on ne sait pas très bien ce qui se passe, il y a quelqu'un qui a oublié d'enlever un copier-coller, et donc on retrouve quelque chose qui devient une loi. Oui. Comment on peut se prémunir en tant qu'investisseur contre ces changements ? Est-ce que c'est possible ? Alors, aujourd'hui, je pense qu'il faut attendre un petit peu avant de s'engager dans des structurations un petit peu, pas bancales, mais un petit peu complexes. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que finalement, rien ne va bouger. Peut-être que si ça bouge, ça ne sera pas si mal que ça. Donc là, je pense que tout va changer, peut-être avec la prochaine loi de finances qui est en cours. Donc peut-être qu'il y aura des modifications, mais peut-être que non, finalement, tout va être décalé à 1 an. Enfin là, je pense que tout peut bouger. Donc je pense qu'il faut être un tout petit peu patient avant d'aller dans des structurations un petit peu plus complexes qui finalement peuvent être intéressantes, mais c'est vraiment du cas par cas. Par exemple, effectivement, on peut se dire, tiens, on va investir avec une SCI à l'IS, ok, donc super, très bien. Donc là, je pense que l'impôt sur les sociétés, pour l'instant, ne va pas bouger. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu. Donc nos revenus sont soumis à l'impôt sur les sociétés, donc 15% ou 25% si les revenus sont plus élevés. Mais après, si l'associé veut récupérer un peu de trésorerie, l'argent des loyers, la société doit distribuer donc des dividendes, et là, il sera imposé aussi à la flat tax de 30%. Qui pourrait sauter aussi. Donc, ok, on pourrait envisager ce schéma-là. Ça peut être intéressant pour le contribuable qui a un gros taux d'impôt sur le revenu, ok. Mais sinon, c'est vraiment du cas par cas, en fait. Moi, je ne peux pas dire que c'est forcément la solution, parce que c'est vraiment du cas par cas. Ça peut être intéressant pour certains et pas pour d'autres, en fait. Donc, du cas par cas. Et est-ce que tu penses que la SCI, elle permet de se protéger contre les évolutions de lois futures qui pourraient arriver typiquement avec le LMNP, qui lui pourrait sauter ? Alors, la SCI à l'IS, oui, parce que pour l'instant, je n'ai pas vu dans les commentaires ni rien une évolution sur le taux de l'IS, de l'impôt sur les sociétés. Et petit point important, là, on a parlé de la SCI à l'IS, mais si vous avez une SCI à l'IR et vous envisagez de faire la location de meublé, il faut savoir que ce n'est pas possible, sauf certaines exceptions. En fait, les SCI à l'IR peuvent faire que d'une activité civile, et l'activité location meublée est une activité commerciale. Donc, on ne peut pas faire de Airbnb lorsque vous détenez le bien avec une société, une SCI à l'IR. On a parlé LMNP, on a parlé LMP, on a parlé SCI. Est-ce qu'il y a d'autres schémas qui peuvent être intéressants pour un investisseur immobilier ? Justement, si vous faites de la location meublée, donc on va plutôt constituer une SARL de famille qui, elle, permet justement de faire de la location meublée et de bénéficier du régime fiscal applicable au LMNP classique. Et donc, si le LMNP saute, est-ce que la SARL permettrait de protéger ? Non, ça sautera certainement aussi, oui. Ça suivra le régime de l'entreprise individuelle du LMNP. Donc, Xavier, je pense que quand tu vas à Lyon, à Paris ou à Nice, il ne faut pas que tu ailles trop près de la mairie, parce que tu as affronté à peu près tout le monde. Ouais. Comment ça se passe concrètement quand on se bat contre une ville avec un propriétaire ? En fait, comment ça se passe, c'est que déjà, il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai défendu des centaines de propriétaires. J'ai créé ce cabinet en 2017. À l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'avocat spécialisé. La réglementation, elle existait, mais personne ne la connaissait. C'était vraiment le néant total. Donc, je suis arrivé sur une terre vierge et je me suis aperçu, en fait, qu'on est en 2015. On va faire un petit voyage en arrière. On est en 2015 et Airbnb arrive en France. Voilà. Et ils arrivent au meilleur moment. Pourquoi ? Parce qu'en 2015, il y a le législateur qui a dit « on va plafonner les loyers ». Ça a été annulé après par le tribunal, mais il y a eu un plafonnement des loyers. Le premier qui est arrivé en France. National. Coup de tonnerre. Et au moment où Airbnb arrive en France, on a des propriétaires d'appartements, on leur dit, écoutez, demain, votre loyer, il est plafonné.
les mêmes propriétaires qui avaient des locataires qui payaient pas, les mêmes propriétaires qui avaient des locataires qui détruisaient tout, qu'on mettait 3 ans à sortir au tribunal. Et là, Airbnb arrive en France et vous dit, vous savez quoi, les propriétaires, nous, c'est très simple. Vous louez l'appartement quand vous voulez. Vous allez faire x3 en revenus. Vous n'aurez jamais de désordre. Vous aurez des cautions, vous aurez des assurances. Et cerise sur le gâteau, si vous habitez Montpellier, vous voulez revenir à Noël dans l'appartement à Paris, vous irez pas à l'hôtel, vous irez chez vous. Ça s'appelle la flexibilité. Les gens, ils ont dit, on signe. Et ils ont vu que ça se passait bien, gagnaient un fric monstre, et que tout se passait pour le mieux. Et qu'ils gênaient personne parce que c'était chez eux. Petit problème, ils n'avaient pas le droit de le faire. Donc tous ces gens-là, quand la ville de Paris a décidé en 2018-2019, on poursuit tout le monde, ils se sont réveillés avec la gueule de bois. Mais surtout, quand ils sont venus à mon cabinet, ils m'ont dit, maître, moi je suis pas un criminel, je pensais que j'avais le droit, c'est chez moi. Ils n'ont pas compris. Donc moi, si vous me posez la question, je suis arrivé avec des gens qui sont arrivés à mon cabinet en disant, maître, aujourd'hui, j'arrive au tribunal, j'ai 65 ans, j'ai travaillé toute ma vie, on me demande 50 000 € comme un voleur. Alors je suis de bonne foi. Donc j'ai dû expliquer pendant très longtemps au juge que mes clients étaient de bonne foi. Voilà. Et pour les défendre, j'avais 2 façons. La première façon, c'est d'avoir exploité une faille juridique qui m'a permis de gagner un très grand nombre de dossiers, que ce soit contre Paris, Lille ou même Lyon, où j'ai battu tous mes dossiers, parce que j'ai trouvé une faille juridique. Elle est un peu technique à expliquer, mais grosso modo, si la ville de Paris, elle veut vous mettre une amende, elle doit d'abord prouver au juge que l'appartement est à usage d'habitation en 1970. C'est dans la loi, c'est comme ça. Le problème, c'est que c'est un document qui a 50 ans, et très souvent, il n'est pas rempli, mal rempli, pas signé, et les juges sont intolérants, pardon. Si jamais le document, il n'est pas impeccable, la ville, elle est déboutée de ses demandes. Et c'est comme ça que je me suis fait un nom, c'est comme ça que j'ai gagné beaucoup de dossiers, c'est comme ça que j'en gagne encore beaucoup, même si aujourd'hui, la ville de Paris est pas bête, elle essaie de monter des dossiers qui sont les plus propres possibles. Et en plus, la loi va corriger cette faille très bientôt. Mais voilà comment je défends les gens. Donc, quand je peux casser tout le dossier, je le casse. Et si jamais j'arrive pas à le casser parce que le dossier est bien monté par la ville, je travaille sur l'amende. J'essaie de la réduire le plus possible. Par contre, je suis pas un avocat qui encourage mes clients à continuer une infraction. Quand ils arrivent à mon cabinet, généralement, ils ont arrêté cette infraction, ils ont arrêté le Airbnb, et je travaille surtout le quantum. Je travaille la bonne foi, je travaille l'amende. C'est comme ça que ça fonctionne plutôt bien. Et justement, l'amende, comment elle est calculée ? Alors l'amende est calculée, c'est très simple. Un magistrat, c'est tout bête. Il voit une infraction, il fait depuis quand elle dure. 4 ans, 5 ans, 2 ans, traite pas le dossier de la même façon. Combien il a gagné ce monsieur ? 300 000 €? Un autre, il en a gagné que 15 000. Forcément, l'amende, elle sera pas la même. Ce monsieur-là, il a coopéré avec la ville de Paris ? Oui, il a coopéré, il a pris Demezois comme avocat. Ils ont bien coopéré. Ils ont bien coopéré, tout s'est bien passé. Voilà, donc en fait, c'est un faisceau d'indices. En gros, pour faire simple, un propriétaire de mauvaise foi devant le juge, il va se faire allumer. Un propriétaire de bonne foi qui a coopéré, qui savait pas, qui était en ignorance légitime, qui a pas gagné trop d'argent, il aura une tolérance du juge. Et ça s'en ressentira dans l'amende. Ça, c'est tout le travail du conseil. C'est quoi la plus grosse amende que tu as fait sauter ? Moi, je suis passé de 50 000 à 0 dans une centaine de dossiers. Parce que j'ai exploité ma faille juridique. Par contre, dans les dossiers où j'ai pas pu échapper à l'amende parce que j'avais pas de faille juridique, mon record c'est 3 000 € au lieu de 50 000. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Ouais. C'est quoi la plus grosse amende qui a été 50. Infligée par la ville de Paris, mais hors de tes dossiers ? Alors, c'est 50 000, mais pour des gens qui avaient plusieurs appartements. Par exemple, le dossier que j'ai eu à Lille, à Lyon. Lyon, c'est mon record. J'avais une propriétaire qui a été poursuivie sur 11 appartements. C'est le record de France. 11 appartements. Elle a eu de la chance, je lui ai fait économiser 8 amendes à 50 000 €. Elle a eu 0. Et la ville de Lyon lui a même signé un chèque pour ses frais d'avocat. Et dans les 3 autres dossiers, elle a pris 5 000. Donc en fait, entre tout l'argent qu'elle a eu des frais d'avocat et cette petite amende à 15, elle a fait une opération blanche. Donc elle s'en est très bien sortie. Sinon, non, je vous dis, les multipropriétaires, ils se font allumer. Attention aux multipropriétaires qui auraient la mauvaise idée de continuer à faire du Airbnb avec la nouvelle loi Le Meur qui va peut-être revenir. On parle de passer l'amende de 50 000 à 100 000 € pour justement éviter que des gens en fassent un business. Je m'explique, il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent « Combien, maître Demezois, vous pouvez avoir avec moi au tribunal en amende ?» Je dis « Écoutez, si je travaille bien, je peux essayer de réduire l'amende de 50 000. » Et les gens me disent « Mais attendez, dans ces cas-là, j'ai tout intérêt à être en infraction. Puisque le temps qu'il y ait le procès, le temps qu'il y ait le jugement et le temps qu'il y ait cela, moi, je fais une rentabilité importante. Même s'il y a une amende in fine, finalement, je suis un chef d'entreprise, je gagne de l'argent. » Évidemment, j'encourage aucun de mes clients à faire ça, mais il y en a qui le font quand même, si vous voulez. Et si la loi Le Meur passe l'amende de 50 à 100 000, tous ces investisseurs, entre guillemets, ça va taper fort pour eux. Donc, ça va les faire réfléchir. Donc, ça aussi, c'est une donnée à avoir en tête. Bon, là, ce dont tu parles, c'est principalement résidence secondaire. Résidence principale, tu en as parlé tout à l'heure, 120 jours, mais exception. C'est quoi les exceptions ? Alors, c'est le code du tourisme. On peut à Paris, aujourd'hui, faire 120 jours par an. Et on peut dépasser les 120 jours pour une raison professionnelle, médicale ou force majeure. J'étais le premier cabinet à faire reconnaître ces 3 exceptions légales par la jurisprudence, et notamment celle qui intéresse le plus les gens, c'est le motif professionnel. Et très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, les tribunaux
Pas toujours, attention, c'est là où il faut être très prudent. Les tribunaux peuvent reconnaître que lorsque vous avez dépassé 120 jours, vous étiez par exemple, vous aviez un contrat de travail à Marseille ou je ne sais où, votre appartement est à Paris, et vous justifiez au tribunal ou à la mairie de Paris dans le cadre du contrôle, voilà, moi j'étais à Marseille, j'étais en mission, j'étais en détachement au Tchad ou je ne sais où, donc je justifie que j'ai un motif professionnel. Tout ce que j'ai fait au-dessus de 120 jours, c'est conforme. L'argent est pour moi, mais c'est conforme. Je viole pas la réglementation. Alors le problème, c'est que la ville de Paris, elle est très retors vis-à-vis de ça. Donc attention, s'il y a des gens qui regardent l'émission de dire « Ah bah c'est bon, moi je suis dans ce cas d'école, pas de problème, je déflafonne les 120 jours ». Je leur dis faites très attention. Déjà parce que la mairie de Paris, elle aura un warning en rouge que vous avez dépassé les 120. Vous allez recevoir un courrier chez vous recommandé. Et la ville de Paris, elle laisse très peu d'exceptions passer. Dans le doute, elle laisse le juge trancher. Très désagréable, on se tape un procès, etc. C'est quand même 10 000 € d'amende par année de dépassement maximum. Et vous allez devoir prendre un avocat qui va expliquer si vous êtes ou pas dans les clous. Et les juges sont très, 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 très stricts sur le motif professionnel. Très stricts. Il faut faire très attention avec ça. Justement, tu as dit qu'il y avait un warning qui allait s'allumer à la ville de Paris. Automatique. Comment ils détectent c'est ça ? très simple. En fait, les plateformes de Airbnb, Booking et tout ont l'obligation légale chaque année d'envoyer leurs décomptes ou de les envoyer à tout moment sur demande de la ville de Paris. Donc chaque année, la ville de Paris, début janvier, elle a un tableau Excel avec des milliers de lignes et elle a des logiciels certainement où elle voit en rouge les gens qui sont en dépassement de 120 jours. Donc, elle se positionne sur votre dossier rapidement. Paris, c'est compliqué. Tu l'as dit, même les exceptions, elles sont difficiles à faire reconnaître. Dans les autres villes, c'est beaucoup plus gris. Tu as parlé des zones blanches. Oui. Est-ce qu'il y a des villes dans lesquelles c'est très intéressant de le faire ? Et si oui, c'est quoi les bonnes pratiques ? Alors, déjà, évidemment, il y a encore beaucoup de villes où on peut faire de la courte durée. Bon, il y a toujours cette fameuse loi Le Meur, qui est une espèce d'épée de Damoclès pour tous les investisseurs, parce que le jour où elle tombe, c'est une loi transpartisane, elle va faire mal, c'est certain. Après, la question, c'est de savoir si les mairies ont les moyens d'employer cette loi, mais partons du principe qu'elle va exister un jour, qu'elle va taper fort. Ce qu'il faut toujours être vigilant quand on a un investisseur, c'est déjà de suivre l'évolution juridique. C'est important. Vous pouvez vous abonner à ma page LinkedIn, par exemple, parce que moi, je fais une veille continue sur la loi Le Meur. Ça vous permet d'un petit peu de savoir ce qui va se passer. Il faut toujours avoir une vision juridique des choses. Une fois qu'on contrôle un petit peu ça et qu'on s'intéresse à un produit sur une ville, le meilleur conseil que je peux donner, c'est pas d'appeler un avocat, c'est d'appeler l'urbanisme. Bêtement. Prenez votre téléphone, vous appelez l'urbanisme, vous dites, bah voilà, moi, je vais acheter un bien dans 6 mois. On en est où dans cette commune ? Est-ce qu'il faut faire un changement d'usage ? Est-ce qu'il y a une réglementation qui a été votée dans la commune ? Oui, non. Moi, j'ai déjà eu des clients qui m'ont appelé, on dit, j'ai bien fait d'avoir appelé l'urbanisme. Ils m'ont appris qu'au mois de décembre, il y avait une délibération Airbnb qui allait être votée. J'ai bien fait de ne pas y aller. Donc, toujours appeler l'urbanisme. Ça, c'est la première chose à faire. Ils sont obligés de répondre ? Oui, alors, oui, bien sûr, c'est une information publique. Les lois, elles sont votées en séance publique. Elles sont obligées de vous le dire. Il faut les appeler souvent même. Ça, c'est important. Une fois que vous avez un peu baqué l'urbanisme, vous voyez, bon, il n'y a pas de réglementation. Pour le moment, il n'y a pas de volonté politique de faire quoi que ce soit. Vous y allez. Vous achetez votre bien, pas de problème. Ensuite, vous allez faire votre structure fiscale, etc. La deuxième chose que vous devez bien vérifier, si vous achetez dans un immeuble en copropriété, c'est de bien veiller à voir dans quoi vous arrivez. Une copropriété, chaque immeuble est différent, chaque règlement de copropriété est différent. Il y a parfois, j'ai des clients qui ont acheté des immeubles, ils savaient même pas, moi j'ai le cas d'un client qui avait acheté un immeuble, il y avait une AG de copro 2 ans avant qui avait interdit les locations saisonnières. Il n'avait pas vu le PV d'AG. Le type, il pouvait plus rien faire, je pouvais même pas le défendre. Mais il y a des clauses qui sont plus perfides encore, que une personne lambda ne peut pas comprendre, où finalement, indirectement, la location meublée est interdite dans l'immeuble. Il y a des clauses avec la location meublée est interdite dans l'immeuble, sans distinction de l'étage ni rien. Ça, c'est un gros warning. Il faut partir en courant dans ces cas-là. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vérifier. Ça, c'est le rôle d'un conseil juridique, parce qu'il va vous donner son expertise, la jurisprudence, la plus récente, la plus dingue, la plus innovante. Il va vous en parler. Une fois que vous avez bordé l'urbanisme, la fiscalité et l'immeuble, là, vous avez une vraie vision d'investisseur. Et justement, la copro... Alors la copro, justement, point très important, point névralgique. Il faut savoir qu'Airbnb n'est pas populaire du tout dans les copropriétés. Aujourd'hui, vous aurez toujours un voisin à qui ça va déplaire, soit par jalousie, soit pour les nuisances que ça peut occasionner, parce qu'il y a des nuisances, faut pas le nier. Donc c'est vu d'un très mauvais œil. De plus, si vous autorisez un Airbnb dans l'immeuble, tous les voisins qui vont s'y mettre. Bon, donc généralement la copropriété elle a un réflexe un petit peu animal, c'est de prévenir le syndic et de dire au syndic vous envoyez un mail à ce monsieur, on a vu des travaux, on sait que ça va être du Airbnb, vous le stoppez direct. Qu'est-ce qu'il fait le syndic ? Là j'ai eu un mail il y a 2 heures d'un client. Bonjour maître, je suis dans une copropriété à Caen, j'ai reçu un mail du syndic, il me dit que j'ai pas le droit de faire du Airbnb et il me cite de la jurisprudence. Il me dit que mon activité elle est commerciale, que j'ai pas le droit de le faire. Je dis, votre syndic, il est un peu de mauvaise foi quand même. Il faut faire attention. Parce que la jurisprudence, elle a évolué. C'est vrai qu'il y a encore peu de temps, Airbnb était considéré comme une activité commerciale. La Cour de cassation a changé de fusil d'épaule début janvier 2024. Mais il faut être très prudent avec cet arrêt. Il dit en gros que l'activité serait civile dans la plupart des cas.
Mais moi, je suis quand même très prudent. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'explique au syndic que oui, l'activité elle est civile, que oui, mes clients ont le droit de le faire, mais un syndic a tout à fait le droit de faire arbitrer le débat par un juge. Et un juge in fine peut dire, oui, Demezois, il a raison, il a la Cour de cassation avec lui, mais le juge peut dire, non, c'est interdit. Dans cet immeuble-là, moi, les habitants, ils ont considéré que l'immeuble était comme ça et pas autrement. Je vous demande d'arrêter. Donc, quand on a un investisseur, il faut qu'on puisse mesurer son risque ou pas. Il y a des immeubles qui sont plus risqués que d'autres. Donc, ça, c'est aussi le rôle du conseil d'analyser le règlement de copro, de voir la structure de l'immeuble et de donner du conseil. Après, le rôle de l'avocat, c'est aussi de faire durer un procès le plus longtemps possible, parce que tant que vous n'avez pas une décision d'un juge, vous avez le droit de continuer. Ça, c'est important de le savoir aussi. Par contre, on a des pénalités qui peuvent être, si on perd, j'imagine. Non, justement, la chance qu'on a, c'est qu'en copropriété, sauf s'il y a des nuisances, la copro peut demander des dommages et intérêts, mais c'est assez rare qu'il y ait des nuisances suffisamment importantes pour qu'il y ait des dommages et intérêts. Ça va juste se jouer sur des frais d'avocat. Donc, c'est pas un procès qui va coûter très cher. Autant la ville de Paris, elle vous met des amendes, autant un procès contre une copropriété, c'est juste des frais d'avocat. Donc, tu l'as dit, règlement de copropriété, c'est un peu du chinois. Comment un particulier, investisseur, il peut déjà vérifier, scanner pour voir s'il n'y a pas des choses qui sont vraiment très très dangereuses pour lui? Alors déjà, un règlement de copropriété, c'est où vous achetez déjà pour commencer. On ne traite pas un immeuble de la même façon dans le 7e arrondissement de Paris avec vue Tour Eiffel que dans un immeuble un petit peu délabré, dans un quartier un petit peu excentré, avec une grosse activité commerciale, etc. autour. Donc ça, déjà, il y a un ADN de l'immeuble. C'est ce qu'on appelle la destination de l'immeuble. Destination de l'immeuble, c'est la carte d'identité de votre immeuble. Donc déjà, il faut savoir où vous achetez. Est-ce que vous achetez dans un immeuble où il n'y a que des locataires? C'est plutôt positif d'acheter dans ce genre d'immeuble. Si vous achetez dans un immeuble où il n'y a que des propriétaires, vous avez que des retraités à tous les étages, vous pouvez être sûr que vous avez 8 chances sur 10 que ça va mal commencer dès que vous allez arriver. Parce qu'ils vont être près de leur quiétude, c'est logique. Donc il y a cet ADN. Vous pouvez aussi examiner les PV d'AG. Si vous voyez que le président du conseil syndical, ça fait 20 ans qu'il est réélu, il est à la retraite, je peux vous dire que ça va mal commencer pour vous. Parce que si vous bougez un pot de fleurs dans l'immeuble, vous recevez un recommandé. Donc autant vous dire que le Airbnb va pas être bien accueilli. Donc c'est des petites pratiques, si vous voulez. Il faut faire attention. Si vous achetez un immeuble à Cannes, par exemple, en bord de mer, il y a un ADN de la courte durée à Cannes, à Deauville, à Trouville. Ça fait 150 ans que la courte durée, elle existe là-bas. On n'a pas attendu Airbnb pour en faire. Donc vous avez a priori plus de chances d'être moins embêté à Deauville que dans le 7e arrondissement de Paris. Donc ça, c'est des choses qu'il faut intégrer. Dans le doute, là encore, toujours s'en remettre à son conseil. Il vous expliquera un petit peu mieux, qui va affiner, qui va vous analyser le règlement de copro, qui va vous mettre des points d'alerte, des points noirs et des points verts ou des points gris. Comme ça, l'investisseur, il sait où il va. Qui dit investissement immobilier dit impôt sur la fortune immobilière. C'est un impôt qui tape les propriétaires. Est-ce que lorsqu'on fait de l'investissement immobilier locatif, il y a moyen d'échapper à l'IFI, légalement évidemment? Alors, effectivement, on peut échapper à l'IFI si on remplit les règles d'exonération pour biens professionnels. Alors, en matière de location meublée, ça ne sera pas les mêmes critères que LMNP et LMP en matière d'IR. On a toujours le critère de 23 000 euros de recettes. Donc, si vous avez plus de 23 000 euros de recettes et si votre revenu net est supérieur à vos autres revenus, vous pouvez être exonéré d'IFI en tant que bien professionnel. Je précise, revenu net, c'est pas les recettes. Parce que pour l'impôt sur le revenu, vous êtes meublé professionnel si vous avez plus de 23 000 euros de recettes et si vos recettes dépassent vos autres revenus professionnels. Là, on parle de revenus nets, donc c'est-à-dire les recettes moins les charges, dont les amortissements. Donc souvent, c'est assez dur d'arriver à un résultat, en tout cas les premières années bénéficiaires. Donc c'est vrai que c'est assez dur de pouvoir être exonéré d'IFI. Et un autre critère très très important que l'administration regarde, il faut que ce soit votre activité principale. Donc si vous avez un bien que vous donnez en location Airbnb qui est confié à une conciergerie, vous vous occupez de rien du tout, ça m'étonnerait que l'administration accepte d'exonérer le bien l'IFI. Bon, qui dit fiscalité dit aussi transmission. Comment on peut transmettre son patrimoine à ses enfants, ses proches, ce patrimoine immobilier, en limitant au maximum le frottement fiscal? Alors aujourd'hui, donc pour transmettre, c'est bien de transmettre, d'anticiper. Toujours. Par donation. Alors ça va dépendre. Si vous avez envie totalement de vous dessaisir du bien et de ne plus en entendre parler, vous faites une donation en pleine propriété du bien et vous bénéficiez des abattements aujourd'hui de 100 000 euros, si en ligne directe, 100 000 euros par parent et par enfant. Donc vous êtes deux, vous détenez un bien avec votre épouse ou votre époux. Vous avez 3 enfants, vous pouvez donner donc 2 fois 300 000, donc 600 000 euros, donc sans droit de donation. Mais si vous avez envie de continuer à percevoir les fruits du bien et donc ou continuer à utiliser le bien, vous pouvez faire une donation en démembré, donc donner que la nue propriété du bien. Et là, plus vous êtes jeune, plus la base imposable sera faible parce comme on donne la nue propriété, dont la valeur en fait taxable
sera fonction de l'âge du usufruitier, donc de celui qui donne la nue propriété. Donc on a un barème qui est prévu par l'article 669 du Code général des impôts. Donc on mettra le lien du barème. D'accord, ouais, parfait. Donc qui augmente par palier tous les 10 ans en fait. Donc aujourd'hui vous avez 55 ans. Vous voulez donner un bien qui vaut 1 million, donc il sera imposé sur une base de 50%, donc de 500 000 euros. Et après, on applique les droits de donation classiques avec aussi, on peut utiliser l'abattement de 100 000 euros qui est applicable par parent et par enfant. Donc plus vous êtes jeune, plus la base imposable sera faible. Et donc techniquement, on pourrait dire j'achète un appartement aujourd'hui, j'ai 35 ans et je le donne tout de suite à mes enfants pour avoir la base imposable la plus faible possible. Oui, alors ça vaut le coup, surtout si le bien n'a pas vocation à être cédé, parce qu'après, pour la plus-value, ça peut être un peu plus contraignant, parce qu'on n'utilisera pas... il y aura une plus-value au niveau de l'usufruitier et du nu propriétaire, et parfois, ça peut pas être si intéressant que ça. Mais si c'est un bien qui a vocation à être conservé, oui, ça vaut le coup de faire le plus tôt possible une donation démembrée. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut utiliser pour transmettre ? Alors après, oui, effectivement, si vous faites une acquisition avec une SARL de famille, ça peut valoir le coup de transmettre tout de suite les parts de la SARL, surtout s'il y a un emprunt ou un compte courant. Donc, parce qu'en fait, la base taxable de la donation, ça sera actif moins passif. Donc, si on a acheté un bien 1 million, il y a un emprunt d'1 million à côté, on va donner quelque chose qui vaut 0. Donc, ça peut être intéressant aussi de donner des parts de société, donc de constituer une société. Là, c'est intéressant. Au niveau des droits de donation, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est suffisant est-ce que c'est une raison suffisante pour créer une société que de transmettre ? Parce qu'il y a quand même il y a quand même tout un tas d'inconvénients qui vont arriver. Encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. Ça va dépendre de la valeur des actifs immobiliers, ça va dépendre du nombre d'enfants, ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres. Donc parfois, oui, ça peut être très intéressant de créer la structure pour ça. Surtout si la SARL, enfin le bien immobilier, procure des loyers qui permettent de rembourser l'emprunt ou le compte courant. Donc ça peut être très intéressant. Après, parfois, c'est quand même des contraintes d'avoir une SARL, surtout si c'est un bien, par exemple, qui a vocation après à être utilisé par le contribuable. Par exemple, quelqu'un peut le mettre au début en location et finalement, après, il peut se dire, tiens, je vais récupérer le bien pour moi. C'est une SARL, on n'a pas le droit de le faire, normalement, sauf à payer un loyer fictif à la SARL pour utiliser son propre bien. Donc, il y a pas mal de choses à voir avant de se dire, tiens, on crée une SARL ou une SCI parce que c'est forcément plus optimisant. Pas forcément, il faut voir sur le long terme, en fait. Qui dit Airbnb dit rotation des locataires. Moi, j'aime bien Airbnb. Je pense que la durée moyenne, c'est 1 à 2 nuits. Donc, il y a beaucoup de gens. Le bien se détériore. Comment je peux me protéger contre des locataires qui vont détériorer mon bien ? Alors déjà, il y a des bonnes pratiques à savoir si on fait ça de façon sérieuse. Pour commencer, je dis toujours à mes clients soit de le gérer directement, mais très très bien, en habitant à côté, idéalement, ou par une personne de confiance, ou sinon par des conciergeries. C'est un métier qui s'est bien développé à Paris. Au début, il y avait beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas forcément très sérieux. Les mauvais sont partis, les bons sont restés. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont sérieux, qui s'occupent de tout. L'accueil, le ménage, etc. Une bonne pratique à connaître, surtout si l'appartement est assez grand, installer un sonomètre. Ça coûte 40 € sur Amazon. C'est quoi un sonomètre ? Ça mesure pas les conversations, ça mesure les décibels, ça mesure le bruit. Donc, vous mettez votre boîtier, vous n'avez pas le droit de le mettre dans une chambre, naturellement, pour le respect de la vie privée, mais vous pouvez le mettre dans les pièces communes. Le sonomètre, il est branché à la box Wi-Fi. Ça veut dire que si le touriste s'amuse à le débrancher, il y aura une alerte sur le téléphone du propriétaire. Et c'est très pratique. Moi, j'ai beaucoup de clients aujourd'hui, dès que le sonomètre s'allume, tout de suite, ils appellent. Ils disent attention, là vous faites un peu de bruit, etc. C'est très pratique. Ça présente un deuxième avantage, le sonomètre, c'est qu'un sonomètre, c'est comme un sismographe. Ça analyse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme une faille sismique. C'est pourquoi c'est pratique, parce que moi j'ai eu un procès récemment dans une copropriété. Ils m'ont dit, vos clients, ils mettent le bazar total. C'était un enfer. Je dis, écoutez, c'est un peu curieux ce que vous me dites. Parce que moi j'ai le sismographe de mon client, je l'ai montré au juge. J'ai dit, regardez, on a le pic d'activité sur 1 an. Il y a un pic à 2 endroits. C'est pas les endroits que nous disent le syndicat. Donc ça vous donne en plus un élément de preuve. Ça, c'est très pratique. Donc voilà, les bonnes pratiques, c'est aussi de sélectionner ses hôtes, tout bêtement. Il y a des gens qui prennent n'importe qui. Aujourd'hui, il faut sélectionner, il faut pas prendre des groupes, il faut prendre des gens qui ont un certain âge. On les voit arriver de loin, ceux qui viennent un petit peu pour faire la fête, etc. C'est aussi aux propriétaires ou à la conciergerie d'être vigilants. Généralement, quand on prend des gens sérieux, ça se passe toujours très bien. Bon, ça, c'est le cas location très courte durée. Quid de la location longue durée ? On entend pas mal d'histoires d'horreur sur des gens qui louent des appartements et ensuite qui les sous-louent à leur tour,
qui font du Airbnb, enfin bref. Alors, il faut distinguer deux cas. Il y a des locataires, souvent des étudiants, qui ont fait ça un petit peu de façon malheureuse en se disant je vais arrondir mes fins de mois, je vais oublier de prévenir le bailleur et je vais saouler mon appartement quand je pars. C'est formellement interdit. Il faut savoir que 90% des contrats de bail interdisent la sous-location depuis très très longtemps. Il y a également le code civil qui le prévoit. Donc vous avez deux fondements juridiques qui sont forts. Qu'est-ce qui se passe ? Si jamais vous êtes propriétaire et que vous apercevez que vous découvrez par un voisin, attention, je crois que ton appartement il est loué sur Airbnb, etc. La première chose à faire, c'est de trouver l'annonce, d'isoler l'annonce. Deuxième chose à faire, c'est de m'appeler. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais mandater un huissier de justice pour faire un constat dématérialisé de l'annonce. Constat à distance. L'huissier devant son ordinateur, il fait des captures d'écran. Pourquoi est-ce que je fais ce constat d'huissier ? Parce que c'est une preuve judiciaire. Et surtout, je vais faire un courrier de mise en demeure au locataire et je vais annexer le constat d'huissier. Si vous ne pensez pas à mettre le constat d'huissier en annexe, qu'est-ce qui va se passer ? Le locataire, quand il va recevoir le courrier, va désactiver l'annonce et vous allez vous retrouver avec une scène de crime où vous aurez passé de l'eau de javel partout. Vous ne pourrez plus rien faire, en fait. Donc ça, c'est très important de le faire. Toujours protéger l'annonce et faire une mise en demeure. Qu'est-ce qui risque votre locataire quand vous êtes aperçu des choses ? Il risque deux choses. La première, c'est l'expulsion. Les juges sont très très durs avec ça. C'est un manquement qui est grave au bail. Et la deuxième chose, qui est elle beaucoup plus nouvelle et intéressante, c'est que le locataire qui a gagné de l'argent sur Airbnb, il a perçu ce qu'on appelle des fruits civils. Or, les fruits qui sont tombés de l'arbre, ils sont propriétaires. Donc, la jurisprudence nous dit quoi ? Tout ce que votre locataire a gagné dans votre dos, ça doit vous être restitué au centime près. Et moi, j'ai vu des dossiers avec des sommes à 100 ou 150 000 euros. Des gens qui faisaient ça depuis 3-4 ans à 1 000 euros la nuit. Donc, ça peut être une opération presque intéressante, j'ai envie de vous dire, pour le propriétaire, même si on n'est pas là pour s'enrichir. Mais ça, ce sont les droits du client, d'accord ? Mais tout ce qu'il faut faire, c'est surtout arrêter l'hémorragie. Parce que là, on est un petit peu plus sérieux. Un bailleur qui s'aperçoit que son locataire fait n'importe quoi, il s'expose vis-à-vis de la ville de Paris, qui peut croire qu'il est un peu dans la mèche, à des poursuites. Il s'expose également à la copropriété, mais il s'expose également à des choses beaucoup plus graves. S'il est au courant qu'il y a de la sous-loc et qu'il ne fait rien, imaginez que dans les lieux, il y a un incendie. Imaginez que dans les lieux, il y a un homicide, qu'il y ait de la prostitution. Il peut être accusé de choses graves. Donc, le courrier d'avocat va aussi lui permettre de se prévenir et de se couvrir de la situation au-delà de la dénoncer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Je ne sais pas s'il y a eu un effet JO ou pas, mais en tout cas, mon cabinet est très, très fréquemment appelé ces derniers jours par des gens qui ont découvert cette chose-là. Alors, n'oublions pas, il y a aussi des locataires qui sont de bonne foi, qui ne le savaient pas. Ça m'est arrivé avec des clients de fermer les yeux sur des locataires qui avaient fait ça, en disant « vous recommencez pas, s'il vous plaît ». Mais généralement, moi, je fais beaucoup de protocoles. C'est-à-dire qu'on négocie amiablement avec le locataire. Il y a des bailleurs qui veulent maintenir le bail. Il y a des bailleurs qui se contentent de dire « vous sortez de l'appartement, on résilie le bail, on arrête là, je vous demanderai pas d'argent ». Et il y a des propriétaires qui disent « non, moi, je veux tout. Je veux l'expulsion, je veux récupérer mes fruits civils ». Attention aussi à une dernière chose, il y a beaucoup d'arnaqueurs professionnels qui en ont fait un business. C'est presque de la grande délinquance. C'est des gens, en fait, qui louent des appartements par dizaines dans Paris. Ils payent rubis sur l'ongle. Et quand ils arrivent dans l'appartement, ils changent tous les meubles. Ils mettent des meubles très Airbnb. Ils rajoutent des canapés lits, etc. Et ils mettent le bien en Airbnb tout de suite. Ils n'y habitent pas. Et ils louent 2 000 euros un appartement. Ils vont gagner 6 000 avec par mois. Donc, quand vous en avez 10 ou 15, ça commence à être sérieux. Donc, là aussi, c'est des choses qu'il faut prendre très au sérieux. Et attention, ces gens-là font des faux dossiers locatifs. Ils présentent très très bien, ils font des fausses fiches de salaire, etc. Ils gagnent la confiance du propriétaire, ils rentrent dans les lieux, ils changent la serrure et ils mettent tout sur Booking ou Airbnb. Donc là encore, l'avocat a un rôle, parce que évidemment, quand vous recevez un courrier d'un avocat, ces gens-là se disent « bon, allez, celui-là, il est foutu », parce que moi, je vais faire quoi également ? Je vais prévenir Booking et Airbnb de désactiver l'annonce. Donc quand vous coupez la source d'approvisionnement des locations, ce genre de société ou ce genre de personnes, ils arrêtent rapidement, ils ne sont plus intéressés pour rester dans les lieux. Voilà mes conseils. Avant l'émission, tu parlais d'un autre cas qui commence à émerger, c'est les gens qui rentrent dans les lieux, ils changent la serrure, en fait ils squattent un Airbnb. Alors effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai vu se développer. Aujourd'hui, comme c'est de plus en plus difficile d'avoir un appartement à Paris, vous savez, quand vous mettez une annonce, vous avez 300 appels dans la minute, quoi. Donc les gens, ils ont des dossiers surconvaincants. Donc il y a une population aujourd'hui qui est mise au banc de trouver un appartement, une population souvent fragilisée, et qui a trouvé une technique qui est un petit peu malheureuse, c'est qu'en fait, ils vont sur Airbnb, ils candidatent comme un touriste pour prendre un appartement, ils le prennent 1 semaine, 2 semaines. Souvent, ils gagnent la confiance du propriétaire, ils disent « oh, j'aime tellement votre appartement, je le rajoute 2 semaines de plus sur Airbnb ». Donc, ils payent, tout se passe bien, sauf qu'un jour, ça change. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, volontairement ou non, ils font la démarche de dire « en fait, je suis très bien chez moi, sauf que je vais arrêter de payer ». Donc Airbnb, dans ces cas-là, au bout d'un moment, ils arrêtent de couvrir le propriétaire, ils ne payent plus. Donc vous vous retrouvez tout seul avec un locataire dont vous n'avez pas signé de bail réellement.
Il n'y a pas de bail juridique, il n'y a pas de contrat. On passait par une plateforme. La plateforme, un jour, elle ferme parce que ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus de paiement sur la plateforme. La plateforme, elle se désolidarise et vous retrouvez avec un type qui a un statut juridique un peu hybride. Voilà. Donc moi, naturellement, je défends le côté sans droit ni titre. Je viens expliquer qu'il y avait un terme au contrat Airbnb et que la personne est restée dans les lieux sans droit ni titre. Le problème qu'on a, c'est qu'on peut appeler la police, etc., pour essayer de les faire sortir. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. Et très souvent, les gendarmes disent, écoutez, vous savez quoi, allez devant le juge, quoi. Sauf que le problème du juge à Paris, c'est qu'on part sur 2 ans de procédure. On part sur des trêves hivernales. On part sur quelque chose qui est très, très long. Moi, j'ai un client comme ça, il a eu un appartement, je m'occupe de lui en ce moment. C'est très embêtant parce que la personne est restée dans les lieux, elle devait partir, elle n'est pas partie. Donc, on est devant le juge à l'heure où je vous parle, quoi. Et ce type-là, c'est chez lui. Il ne peut pas retourner chez lui. On marche un peu sur la tête, quand même, de ce côté-là. Ce serait bien qu'il y ait des mesures un petit peu plus fortes. Alors, ce qu'il faut aussi utiliser, c'est la loi anti-squat dans ces cas-là. Vous allez directement porter plainte et vous faites jouer la préfecture pour le sortir rapidement. C'est aussi ce qu'on fait. Et c'est quoi, là, rapidement Normalement, c'est un délai qui est très rapide. C'est en 48 heures, quelque chose comme ça. On doit avoir une position du préfet pour requérir la force publique pour le sortir, quoi. Si on s'aperçoit qu'il y a un squat, quoi. Le problème, c'est que les gendarmes ou la police qui saisit du dossier ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Donc, ils sont parfois un petit peu récalcitrants à lancer la force publique dans l'appart pour sortir la personne, quoi. Justement, le squat, c'est quelque chose qui crispe énormément les propriétaires. Oui. On a vu des histoires d'horreur de gens qui sont obligés de quitter leur propre appartement qu'ils louent parce qu'ils ne peuvent plus rembourser, ils ne peuvent plus payer leur loyer, qui sont squattés un appartement qu'ils ont acheté. Bien sûr. Comment, en tant que propriétaire, en tant qu'investisseur, on peut se protéger, se prémunir du squat ? La seule façon de se prémunir du squat, c'est de sélectionner un dossier, j'ai envie de dire. C'est la base, si vous voulez, quoi. Il faut bétonner le plus possible les choses. Il faut faire vérifier les contrats de travail. Il faut vérifier qu'on n'a pas défaut, des choses comme ça. Comment on peut faire ça ? Après, il faut prendre des administrateurs de biens, par exemple. Il y a des gens qui sont plus sérieux que d'autres, qui sélectionnent des dossiers. Et il faut aussi penser à prendre la garantie locative. La VISAL, l'assurance locative. Moi, je recommande toujours à mes clients de la prendre parce que ça vous perdez un peu de la valeur locative par mois en termes de rendement, mais quelle tranquillité d'esprit. Parce que le jour où vous vous retrouvez avec un squatter ou quelque chose comme ça, souvent c'est garantie VISAL, etc. Elles ont des assurances, elles font travailler des avocats même. Donc vous êtes payé, votre loyer il tombe tous les mois. Donc après c'est la compagnie d'assurance, etc. qui se charge de l'expulser. Mais au moins vous avez un loyer qui tombe tous les mois. C'est quand même le nerf de la guerre de toucher des loyers. Parce que souvent ces gens qui squattent, ils payent plus aussi. C'est l'hémorragie financière. La priorité c'est d'avoir un revenu tous les mois. Pour ça moi je recommande vivement aux gens de prendre des assurances. Les assurances, c'est la tranquillité. Surtout quand vous commencez à avoir un gros patrimoine. Parce que là, à ce moment-là, vous couvrez vraiment votre risque. Vous êtes tranquille. Mais ça a un coût. Forcément, comme tout, ça a un coût. Il y a quand même un consensus autour du fait que c'est absurde qu'on puisse qu'on se retrouve avec des squatteurs qui occupent un bien. Pourquoi la loi ne change pas à ce niveau-là ? Elle a changé, je vous dis, il y a eu la loi anti-squat qui a été votée, qui a été adoptée par le dernier ministre. Ça veut dire que ça, je peux expulser un squatteur de chez moi en 48 heures ? Normalement, oui, dans la théorie, ça doit s'appliquer comme ça. Donc en fait, c'est la fin du squat. Oui, mais alors après, le problème, c'est qu'il y a toujours cette faculté du préfet d'ordonner ou pas la force publique. C'est une mesure discrétionnaire du préfet, si vous voulez. C'est pour ça que vous avez beaucoup de cas dans les médias où finalement, malgré le squat, la personne n'a pas pu récupérer son bien. C'est qu'il y a eu souvent un blocage au niveau de la force publique. Vous avez une famille qui arrive ou une mère célibataire avec 3 bébés, c'est pas évident que le préfet va la mettre dehors dans la neige. Vous voyez, c'est une mesure protectrice, si vous voulez, quoi. Moi, j'ai le cas là récemment d'un client cet été justement qui n'en pouvait plus et qui a carrément changé la serrure du locataire, donc il n'était pas là. Je lui ai dit mais vous êtes complètement fou, vous risquez de la prison et une amende. Il m'a dit tant pis, je prends mon risque. Je dis ouais mais moi je peux pas encourager naturellement mes clients à le faire, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se disent mais il risque moins que moi, quoi. Finalement, lui, il peut avoir une ardoise de 30 000 €, détruire mon appartement. Et moi, de mon côté, je peux pas rentrer chez moi, je peux plus payer ma banque, mes crédits. Et il y a des gens qui passent à l'action, quoi. Donc, moi, je suis pas là pour juger, c'est pas mon rôle. Mais il y a des situations humaines qui sont très, très lourdes, quoi. D'où le rôle du législateur de mettre des outils pour éviter ce genre d'écueil. Dernière question que j'aime bien poser. Ça fait des années que tu fais ce métier, tu as vu beaucoup de cas, des horreurs, tu as aussi vu des cas qui se passent très bien, évidemment. Est-ce que tu as un conseil à donner pour tous les investisseurs immobiliers qui veulent être rentables ? Alors, moi, je trouve que quand on veut être rentable, je dis toujours que lorsque, vous savez, vous avez des gens qui vous regardent aujourd'hui, qui savent rénover des appartements mieux que personne, qui ont l'œil pour ça, qui ont une vision de marchand de biens qui est très intelligente.
Et je dis toujours, de toujours border en amont le volet juridique, c'est essentiel. Parce que le juridique, c'est quelque chose qui évolue. Je vous ai parlé de la jurisprudence tout à l'heure en matière de copropriété, etc., ou de la ville de Paris. La loi Le Meur qui va être adoptée, c'est quelque chose, si vous voulez, quand vous êtes un investisseur aujourd'hui, c'est des gens qui savent contrôler leur budget, qui savent travailler avec des bons ouvriers, etc. Mais le juridique, c'est fondamental. Je vous parle pas de monter des statuts de SARL, etc. Je vous parle de quelqu'un qui a une vision contentieuse des choses. Quelqu'un qui va vous dire, attention, là, il y a la loi qui évolue. Là, au niveau de la jurisprudence, c'est pas bon. Ce règlement de copro, il est dangereux. C'est cette vision-là qu'il faut avoir. Moi, j'ai souvent des gens, je dis toujours à mes clients, venez me voir en amont. Parce que quand j'ai des gens qui viennent au cabinet, je suis comme un médecin. Les gens, quand ils viennent à mon cabinet, ils sont déjà malades. On fait du soin, on fait de la perfusion, on fait des choses comme ça. Mes meilleurs clients, c'est des gens qui viennent me voir quand ils sont en bonne santé. Ils me disent, maître, voilà, je veux acheter un bien. Regardez mon règlement de copro. Du préventif. Est-ce que dans cette commune, c'est compliqué? La loi Le Meur, elle passe quand? Voilà, ça, c'est du préventif. Et les gens, je leur expose tous les scénarios. Je vous donne un dernier exemple qui est amusant. J'ai des clients, par exemple, ils ont des grands appartements dans Paris qui font 200 mètres carrés. Ils me disent, maître, est-ce que dans ce 200 mètres carrés, je peux faire de la chambre chez l'habitant? Toute l'année. Je dis, attention. Parce que là, vous avez un appartement qui est gigantesque, mais vous avez un appartement qui est indépendant par rapport au vôtre. C'est plus vraiment de la chambre chez l'habitant, il faut faire attention, etc. Ah, je savais pas, vous êtes sûr que ça? Oui, il faut faire attention, c'est du concret. Dire, heureusement que vous me le dites, j'allais lancer des travaux titanesques. Et je leur ai donné des petits conseils. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont contents, si vous voulez, de savoir. Au mieux, ils apprennent des choses, au pire, ils évitent de faire une connerie. En tout cas, c'est intéressant. Merci Xavier. Merci à vous, merci à toi.